Génotype et complexification du génome. C'est le titre du chapitre de génétique que je vais aborder durant cette vidéo et les deux suivantes. Et ce chapitre repose sur des prérequis qu'il s'agit de bien avoir assimilés pour y comprendre quelque chose. Alors du coup, en introduction, je vais commencer par quelques rappels afin de se remettre tranquillement dans l'ambiance. Alors, tous les êtres vivants sur cette planète possèdent une structure microscopique en cellules. Et pour tous les organismes eucaryotes, c'est-à-dire tout le monde sauf les bactéries, il y a un noyau au sein de chacune de ces cellules. Et bien au chaud dans ce noyau, c'est là qu'on trouve une molécule à la fois particulière et essentielle à la vie qui est la molécule d'ADN. Alors, pourquoi essentielle ? Eh bien parce qu'elle contient une information qui permet de déterminer l'ensemble des caractéristiques héréditaires de l'individu. C'est un petit peu comme une sorte de plan de construction secret qui se transmet de génération en génération et qui permet à l'organisme de fonctionner. Et comment l'information génétique contrôle-t-elle ces caractéristiques ? Eh bien, parce qu'elle permet de déterminer l'ensemble de nos protéines, qui sont des molécules essentielles qui permettent de faire absolument tout dans notre organisme. Les molécules d'ADN, elles sont associées à des protéines et forment ce qu'on appelle des chromosomes. Et l'unité de base de l'information génétique, c'est le gène. Il s'agit en fait d'un petit bout d'ADN qui va déterminer une protéine. On dit qu'un gène code pour une protéine. On distingue à peu près 20 000 gènes chez l'espèce humaine, répartis sur nos 23 paires de chromosomes, et l'ensemble de ces gènes s'appelle le génome. Et chacun de ces gènes peut présenter différentes versions, qu'on appelle les allèles. Ainsi, l'ensemble de nos allèles s'appelle le génotype. Au sein d'une même espèce, on admet généralement qu'on présente les mêmes gènes, donc le même génome, mais pas les mêmes allèles, donc pas les mêmes génotypes. Et ces génotypes, ils doivent être conservés au gré des divisions cellulaires, afin de les transmettre à l'ensemble des cellules de notre organisme. C'est pour cela qu'on parle de stabilité des génotypes. Mais malgré cette stabilité apparente, il y a tout de même des sources de variabilité qui peuvent avoir des conséquences sur les cellules et sur les individus, et même sur l'évolution des populations. Ainsi, le sujet de cette vidéo, c'est de comprendre quels sont les processus qui permettent d'accéder à de la stabilité et ceux qui, au contraire, engendrent de la variabilité au niveau d'un organisme pluricellulaire. Alors, c'est parti! Un organisme pluricellulaire, comme par exemple l'être humain, provient à la base d'une seule cellule, la cellule œuf, qui provient de la fusion de deux gamètes parentaux, l'ovule et le spermatozoïde. Et c'est à partir de cette cellule unique qu'on obtient par la suite les 60 000 milliards de cellules qui constituent un organisme humain adulte. Dès lors, on comprend bien qu'il faut qu'il y ait une multiplication cellulaire intense pour obtenir ce résultat. Et cette multiplication cellulaire, elle passe par une succession de divisions cellulaires, qu'on qualifie de mitose. Et chaque mitose s'inscrit dans une succession d'étapes qui se répètent, ce qu'on appelle le cycle cellulaire. Un cycle cellulaire comporte en gros une mitose et une interphase, qui est le laps de temps situé entre deux mitoses. Et cette interphase, on peut la séparer en trois phases, la phase G1, la phase S et la phase G2. Et autant il ne se passe pas grand-chose pendant la phase G1 et G2, autant la phase S est cruciale. En effet, au cours de cette étape, les chromosomes vont se répliquer, ce qui va permettre d'obtenir deux copies identiques de l'information génétique. On a ainsi un dédoublement de la quantité d'ADN contenue dans la cellule. Vu que le processus a déjà été abordé en première, je ne rentre pas dans les détails, mais en gros, pendant cette phase S, il y a une enzyme, donc qu'on appelle l'ADN polymérase, qui va se fixer sur la molécule d'ADN. Et ensuite, cette enzyme, elle va séparer les deux brins de l'ADN, avant de polymériser, en face de chaque brin, un nouveau brin d'ADN. L'enzyme va ensuite parcourir toute la molécule, ce qui permet de la recopier sur toute sa longueur. Et à la fin, ceci va permettre d'obtenir deux molécules d'ADN à partir d'une seule. Ce processus de réplication est qualifié de semi-conservatif, puisque chaque nouvelle molécule contient un brin parental et un brin néoformé. Au niveau des chromosomes, cette réplication se manifeste par un dédoublement. En phase G1, les chromosomes n'ont qu'un seul chromatide, on dit qu'ils sont monochromatidiens. Eh bien, après la phase S, grâce à la réplication semi-conservative, les chromosomes deviennent bichromatidiens et contiennent alors deux chromatides. Et pourquoi ce processus est-il essentiel ? Eh bien, parce que c'est ça qui va permettre à la mitose de se réaliser sans perdre d'informations génétiques. Ben oui, vu qu'il y a maintenant deux copies de l'ADN,
eh bien ces deux copies vont pouvoir se répartir équitablement dans les deux cellules filles, ce qui permettra de conserver le patrimoine génétique initialement présent dans la cellule mère. Pour montrer ça, je reviens quand même brièvement sur les modalités de la mitose. Alors je rappelle que ce processus se déroule en plusieurs étapes. Tout d'abord, on a la prophase, durant laquelle les chromosomes se condensent et l'enveloppe nucléaire disparaît. Puis, on a la métaphase, pendant laquelle les chromosomes s'alignent sur ce qu'on appelle le plan équatorial de la cellule. Et ensuite vient l'anaphase. Là, on a les chromosomes qui se scindent en deux. Vous vous rappelez que grâce à la réplication, on a des chromosomes à deux chromatides. Et bien, pendant cette anaphase, ces deux chromatides se séparent grâce à la rupture du centromère qui les reliait. Et ensuite, chaque chromatide migre vers un pôle de la cellule. La dernière étape, c'est la télophase, pendant laquelle la mitose se conclut avec la division de la cellule en deux et la reformation de l'enveloppe nucléaire, et donc la décondensation des chromosomes. En bilan, on obtient deux cellules filles qui contiennent les mêmes chromosomes et donc la même information génétique que la cellule mère. La seule différence, c'est que les chromosomes sont maintenant monochromatidiens, mais seulement jusqu'à la prochaine phase S, où ils se répliqueront à nouveau, et ainsi de suite. Du coup, au cours des cycles cellulaires successifs qui permettent la multiplication des cellules, le patrimoine génétique est conservé, ce qui fait qu'on obtient un clone de cellules, qui sont théoriquement identiques génétiquement entre elles. Ainsi, un organisme pluricellulaire n'est ni plus ni moins qu'un clone de cellules, tout issu d'une seule cellule œuf, et dont les cellules sont généralement attachées entre elles par ce qu'on appelle la matrice extracellulaire. À noter quand même qu'il peut exister des tissus sans adhérence, dans lesquels les cellules peuvent se détacher, comme par exemple le sang, mais globalement ça reste assez rare. Chez les organismes unicellulaires, les cellules obtenues par la multiplication cellulaire sont séparées entre elles, ce qui donne plusieurs individus génétiquement identiques. Mais attention, car même si théoriquement nos cellules ont toutes le même patrimoine génétique, grâce aux modalités de la mitose et de la réplication, il peut quand même y avoir de petites variations qui apparaissent. Et ces petites variations, elles sont causées par un processus que normalement vous connaissez, la mutation. Alors les mutations, elles peuvent être de différents types. La plus classique, c'est ce qu'on appelle une substitution. En gros, on change un nucléotide par un autre. Mais il en existe d'autres. Il peut en effet y avoir une perte d'un ou plusieurs nucléotides. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une délétion. Et dans certains cas, il peut aussi y avoir des nucléotides en trop, en plus, et donc alors on parle d'addition. Et ces mutations, elles surviennent généralement à cause d'une défaillance du processus de réplication, qui se déroule, je rappelle, au cours de la phase S. En effet, normalement pendant cette réplication, l'enzyme ADN polymérase crée de l'ADN néoformé en utilisant les brins parentaux comme matrice. En principe, du coup, l'ADN polymérase, eh bien, elle respecte la complémentarité des bases. Elle va donc mettre des T en face des A, des G en face des C, des A en face des T et des C en face des G. Mais parfois, il peut y avoir une erreur qui se glisse dans le processus. Et dans ce cas, on aura un problème d'appariement, qui pourra ensuite être pérennisé lors de la réplication suivante. À ce moment-là, on aura bien une modification de la séquence des nucléotides, donc une mutation. Alors ces problèmes d'appariement, ils surviennent de manière vraiment exceptionnelle. Et en plus, il existe des systèmes de réparation de l'ADN qui permettent de réduire encore davantage leur probabilité. En fait, ces systèmes de réparation, ce sont des enzymes qui vont parcourir l'ADN et qui vont repérer les problèmes d'appariement. Et dès qu'une erreur est détectée, paf, le nucléotide fautif sera alors remplacé par l'enzyme et le problème sera alors corrigé. Malgré tout, ces systèmes de réparation ne sont pas infaillibles et des mutations peuvent quand même, dans certains cas, être pérennisées. Chez l'homme, ça arrive en moyenne une fois pour 1 milliard de nucléotides répliqués. Alors ça paraît pas beaucoup, mais des cycles cellulaires, il s'en passe des milliards tous les jours. Et les nucléotides, on en a plus de 3 milliards dans chaque cellule. Du coup, malgré la faible probabilité, il y a des milliards d'erreurs de copie qui surviennent tous les jours dans notre organisme. Maintenant, quelles sont les conséquences de ces mutations ? Alors, commençons par les conséquences de ces mutations au niveau cellulaire. La première conséquence possible, c'est la mort cellulaire.
En fait, il faut savoir qu'il existe des systèmes de contrôle au sein de chaque cellule qui sont capables de déclencher ce qu'on appelle l'apoptose de la cellule en cas de survenue de trop nombreuses mutations. Alors l'apoptose, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est un espèce de suicide contrôlé de la cellule. Si ces systèmes de contrôle ne se déclenchent pas, en revanche, eh bien la conséquence de la mutation sur la vie de la cellule dépendra de la nature et surtout de la localisation de la mutation. Déjà, il faut savoir que sur tous les nucléotides présents dans notre ADN, seule une minorité font partie d'un gène. Donc en gros, ça veut dire que la majorité de la molécule d'ADN ne sert pas à grand-chose. C'est ce qu'on appelle parfois l'ADN poubelle. Et d'ailleurs, même au sein des gènes, certaines portions sont retirées lors de la maturation des ARN messagers. Ces portions, qui sont appelées introns, ne serviront donc pas à la création de la protéine. Du coup, en gros, dans la molécule d'ADN, les séquences véritablement codantes, ici représentées en vert, sont très minoritaires. En conséquence, si la mutation survient sur une portion non codante de l'ADN, clairement, ça ne va pas changer grand-chose à la vie de la cellule. Mais si la mutation affecte une région codante, là, eh bien, ça va dépendre du type de mutation. Alors, dans le cas d'une substitution, il est possible qu'on ait une mutation qui ne change pas la protéine. En effet, comme vous le savez normalement, le code génétique, il est redondant. Ça signifie qu'il peut y avoir plusieurs codons différents pour un seul et même acide aminé codé. Alors du coup, si on change un codon pour un autre, mais que le nouveau codon code pour le même acide aminé que l'ancien, alors la mutation n'aura strictement aucune conséquence. Et ça, c'est ce qu'on appelle une mutation silencieuse. Dans certains cas, l'acide aminé codé par le codon muté sera bien différent, mais aura les mêmes caractéristiques que l'acide aminé initial. Dans ce cas, on aura alors des conséquences très limitées pour la cellule. On parle de mutation faux-sens conservatrice. Maintenant, si on a une mutation de type substitution et que l'acide aminé codé par le codon muté a des caractéristiques différentes de l'acide aminé initial, alors les conséquences peuvent être plus importantes, car la protéine produite n'aura alors plus les mêmes caractéristiques. On dit alors qu'on a une mutation faux-sens non conservatrice. Et enfin, il se peut aussi que la mutation fasse apparaître un codon stop, ce qui est fréquent en cas d'addition ou de délétion. Dans ce cas, la traduction s'arrête là, ce qui entraîne la production d'une protéine raccourcie, donc déficiente. On parle alors de mutation non-sens. Dans le cas d'une mutation faux-sens non conservatrice ou d'une mutation non-sens, si la protéine affectée est essentielle à la cellule, alors la cellule va vite mourir et on n'en parlera plus. Mais parfois, la cellule survit quand même. Et dans ce cas, toutes les cellules filles issues de la cellule fautive présenteront aussi la mutation. On obtient alors une population de cellules qui présentent toute la même variation génétique par rapport aux autres cellules de l'organisme. C'est ce qu'on appelle un sous-clone. Ainsi, contrairement à ce que j'ai raconté dans la première partie, l'organisme pluricellulaire, c'est pas vraiment un clone cellulaire parfait, mais plutôt un ensemble de sous-clones qui présentent entre eux de très légères variations génétiques, causées par des mutations. Alors maintenant, quelles sont les conséquences de cette variabilité au niveau de l'ensemble de l'organisme? Ça va dépendre d'où et de quand aura lieu la mutation. Alors imaginons que cette mutation ait lieu sur une cellule germinale, c'est-à-dire une cellule vouée à donner un gamète, spermatozoïde ou ovule. Dans ce cas, si le gamète en question participe par fécondation à la formation d'une cellule œuf, alors la cellule œuf sera porteuse de la mutation. Et par extension, toutes les cellules de l'organisme issues de cette cellule œuf présenteront la mutation. On aura alors une mutation héréditaire, qui aura un impact sur l'ensemble de l'individu. Et selon ce que va modifier la mutation, l'impact sur l'organisme peut être négatif. Dans ce cas, on a ce qu'on appelle une maladie génétique, mais l'impact peut aussi, dans certains cas, être neutre, voire même positif, et générer un nouveau phénotype avantageux, même si ce n'est pas le cas le plus fréquent. Maintenant, imaginons que la mutation ait lieu sur une cellule somatique, c'est-à-dire une cellule qui n'est pas impliquée dans la production des gamètes. Dans ce cas, l'impact dépendra de quand a lieu la mutation. Si la mutation a lieu pendant le développement embryonnaire, alors toute la lignée cellulaire issue de la cellule mutée sera porteuse de la mutation. On obtient alors un individu qui présente potentiellement un nouveau phénotype, mais seulement
dans une partie de son organisme. On parle alors d'individus mosaïques. Si la mutation a lieu après la naissance, alors l'impact est a priori faible sur l'individu, car la mutation n'affectera qu'une seule cellule parmi les milliards et les milliards que possède l'organisme. Cependant, en cas d'accumulation de mutations sur une lignée cellulaire, ça peut dégénérer et entraîner ce qu'on appelle un processus de cancérisation. C'est pour ça que sur un individu déjà formé, les mutations sont globalement néfastes et qu'il faut éviter donc les agents mutagènes comme par exemple les résidus de combustion partielle, l'alcool ou encore les rayons UV. Du coup, ça sert à rien de bombarder de rayons X un individu en espérant en tirer un X-Men. À défaut d'obtenir un super-héros, on obtiendra juste un cancéreux. Voilà, alors pour récapituler un petit peu tout ça, on a vu que la stabilité des génotypes au sein d'un organisme, elle est permise par les modalités du processus de la mitose, qui est couplé, pendant l'interphase, à la réplication de l'ADN. En gros, pendant la phase S de cette interphase, l'information génétique est recopiée de façon à obtenir deux versions identiques du génome. On obtient alors des chromosomes bichromatidiens, avec chaque chromatide qui contient une copie de l'information génétique. Puis ces deux versions sont séparées pendant l'anaphase de mitose, par séparation des chromatides. Ainsi, la multiplication cellulaire, ça permet d'obtenir un clone de cellules tout identiques génétiquement. Mais en réalité, ces processus ne sont pas parfaits. Il peut en effet y avoir des erreurs dans la réplication, ce qui peut générer des variations génétiques. Ces erreurs, elles peuvent déboucher sur des mutations qui peuvent avoir plusieurs conséquences sur les cellules. La majorité du temps, la cellule elle se contente de s'autodétruire par apoptose, mais dans certains cas, la mutation elle peut perdurer, ce qui crée tout un sous-clone différent génétiquement des autres cellules de l'organisme. Et ces variations sont généralement néfastes pour l'individu lorsqu'elles apparaissent chez l'adulte, puisqu'elles peuvent déboucher sur une cancérisation. Mais lorsqu'elles deviennent héréditaires, ces variations sont essentielles à l'évolution des populations au cours du temps, ce qui a permis d'obtenir la biodiversité que l'on connaît actuellement. Alors dans cette vidéo, on s'est contenté de rester sur ce qui se passait au niveau d'un seul individu, mais lors de la reproduction sexuée, il y a aussi des brassages de génotypes qui ont lieu, ce qui contribue à créer des individus uniques. Mais ça, c'est un autre sujet que j'aborderai dans ma prochaine vidéo. Alors je vous dis à très bientôt.